20h23 sur Radio Pays. Merci d'être avec nous depuis 5h ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir et de partager l'information avec vous. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours là. Et bien évidemment, vous pouvez venir parler de ce qui se passe avec nos 05 94 25 76 25. Ce qui fait également l'actualité en ce moment, c'est bien sûr un œil tourné vers les États-Unis d'Amérique pour les élections présidentielles. Qui de Donald Trump et de Joe Biden sera le prochain président américain. Nous parlons également de la 5G, pas encore déployée en Guyane, mais les potentiels intéressés qui ont jusqu'au 18 décembre prochain pour déposer les dossiers. Mais nous parlons également aussi de cette pandémie Covid-19 qui a touché la Guyane et nous en avons tellement parlé avec nos invités. Et ce matin, nous nous penchons sous l'axe de la recherche avec Claude Flamand, qui est épidémiologiste à l'Institut Pasteur, que nous avions déjà reçu dans les studios de Radio Pays, dans notre supplément, et qui va nous parler aujourd'hui avec le recul, l'expérience des enseignements qui ont été tirés lors de cette première vague et de quelle manière, si deuxième vague il devait y avoir en Guyane, les choses devraient être faites et surtout ce qu'ils ont pu apprendre de ce virus, notamment en prévision de ce vaccin dont on parle tant déjà depuis de nombreux mois et de nombreuses semaines, notamment même Jean-Paul Lepelletier n'a pas échappé à ce phénomène. Il nous en a parlé dans ses revues de presse, mais aussi dans son édito. Vraiment un enjeu très important. Tout d'abord, bonjour à notre invité, Claude Flamand, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être présent ce matin sur Radio Pays. Et Jean-Paul, on a la chance de recevoir un chercheur qui, en plus, a la tête bien faite, puisque outre ce Covid dont nous parlions, Claude Flamand avait été mis à l'honneur dans les médias de cela quelques mois, rappelez-vous, notamment avec ses recherches, et nous avons pris plaisir à en discuter avec lui déjà. C'est effectivement Kylian, bonjour, rebonjour à toutes et à tous, et bonjour à notre invité Claude Flamand. C'est évidemment ce qui nous a amené à nouveau avoir recours donc à ces informations. Mais avant de commencer, bon, évidemment, tout le monde connaît Claude Flamand, le responsable de l'unité épidémiologique de l'Institut Pasteur à Cayenne. C'est pas peu, mais je voudrais quand même aussi souligner et saluer effectivement le danseur Claude Flamand, que beaucoup d'entre vous ont dû découvrir samedi dernier, donc lors de ce superbe show de Miss Guyane. Alors je savais qu'on attrapait des virus et qu'on étudiait les virus à Pasteur. Moi je savais pas qu'on pouvait attraper le virus de la danse. Bravo Claude Flamand de nous avoir effectivement si bien accompagnés dans cette très très belle soirée. On salue d'ailleurs la nouvelle Miss Guyane, Mademoiselle Horte, cinémarienne d'origine, donc je préfère le dire tout de suite, et on lui souhaite bonne chance pour nous représenter donc au prochain concours de Miss France le 12 décembre prochain, s'il est maintenu là-bas. Allez, revenons à notre sujet. Malheureusement, moins frivole. Non, la danse, c'est sérieux aussi. C'est important d'avoir des loisirs pour justement sortir un peu du train-train quotidien, du poids de cette pandémie. Elle est quand même assez lourde, enfin socialement, mentalement, ça a un impact, et c'est bien, effectivement, c'est sûr d'avoir d'autres activités qui nous permettent de nous évader. Mais on vous aura bien vu, elle est sûrement cette pandémie est sûrement plus lourde que Mademoiselle Otsaï, que vous avez su porter avec grâce et élégance samedi dernier. Vous voyez qu'on a bien observé. Bonne reconversion peut-être après. Pourquoi pas. Ben, très bien. Alors en tous les cas, vous voyez, on peut être tout à fait sérieux, on peut être reconnu au niveau national, voire international, et avoir des lobbies comme ceux-là, et même plus que ça. Donc bravo encore une fois. Donc à notre invité du jour. Alors je voudrais quand même rappeler un petit peu les raisons de la présence du docteur Flamand, donc à ce micro. Donc ce sont les deux études qu'il a menées sur le coronavirus et qui sont encore en cours en Guyane, en tous les cas les deux d'entre elles, celle amorcée au mois de mars dernier, qui s'est intéressée à la vitesse de propagation du virus au sein des ménages guyanais. C'est bien cela. Et l'autre, plus récente, a démarré en juillet, je crois. Exactement. Qui porte sur la proportion de la population guyanaise touchée par la Covid-19. J'ai envie de parler que vous êtes à la recherche de savoir si on atteint l'immunité collective ou pas en Guyane dans cette deuxième étude. Donc, on va en reparler, savoir où en sont les résultats de ces deux études actuellement, mais on va surtout parler des enseignements à tirer en fonction de ce qui peut se passer demain en Guyane, c'est-à-dire demain un rebond à nouveau donc de l'épidémie, peut-être attendu au mois plutôt de décembre ou janvier de l'année prochaine, en fonction de l'évolution du virus, en particulier en Amérique du Sud, chez nos voisins brésiliens.
Alors Claude Flamand, rappelez-nous quand même le contexte de ces 2 études et les principaux enseignements que vous en tirez. Tout à fait. Alors le contexte, c'était vraiment d'essayer de comprendre quelle est l'étendue de la transmission du coronavirus en Guyane. Et l'objectif, c'était de se donner les moyens, à un moment donné, à un instant T, de savoir on en est où dans l'épidémie, dans la proportion de la population qui a déjà été infectée, parce qu'on sait très bien que si on a de très bons systèmes de surveillance actuellement, qui ne concernent qu'une partie de l'iceberg, et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément fait un test de dépistage, donc qui ne sont pas considérées dans les statistiques qui sont données. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir mesurer quelle est l'étendue réelle de l'épidémie en Guyane, pour pouvoir comparer également, et là les thématiques de recherche en fait auxquelles on s'intéresse sont vraiment importantes là-dessus, c'est de comparer un peu la dynamique de transmission en Guyane, comment l'épidémie se propage, avec quelle vitesse par rapport à d'autres pays, à d'autres latitudes, où on voit que par exemple en Europe, on a une première vague d'abord avec certaines caractéristiques, on est maintenant en pleine deuxième vague. Donc c'était de se donner les moyens à tout moment en Guyane d'avoir une évaluation précise de la situation. Et donc pour cela, on a mis en place 2 enquêtes qui sont parallèles, mais qui permettent d'avoir des informations complémentaires. Une première, comme vous l'avez dit, dans les ménages, qui permet de suivre l'étendue de la transmission à l'intérieur des ménages. Donc là, on a suivi plus d'une 60aine de ménages dans lesquels il y a au moins un cas confirmé qui avait été dépisté, et on a proposé à l'ensemble de la famille de faire un suivi à la fois clinique, donc sur les symptômes qu'ils avaient, virologique, donc sur le moment où on détecte du virus en prélèvement nasopharyngé, donc avec le fameux test PCR, et aussi en sérologie pour suivre au long terme la façon dont les personnes, l'organisme des individus réagit et se protège contre une nouvelle exposition au virus. Donc déjà, je remercie beaucoup la population, parce que il y a beaucoup de personnes, il y a des centaines de personnes qui ont accepté de contribuer à la recherche et aux données qu'on peut observer grâce à ce moyen-là. Donc ça, c'est la première étude dans les ménages. La deuxième, c'était, comme vous l'avez dit, une enquête qui est là populationnelle. Donc là, on s'est placé dans différents laboratoires, dans les différents centres de santé. Je remercie aussi tous les laboratoires et les centres de santé qui ont participé à cette étude. Et à différents moments, l'objectif, c'était de suivre la proportion des personnes qui avaient déjà des anticorps. Donc on ne recherchait pas le virus chez ces individus-là, on recherchait les anticorps pour savoir est-ce qu'ils ont déjà été exposés. Donc ça, c'est un peu est-ce qu'ils ont déjà été en contact avec le virus, déjà été infectés, contaminés, comme vous voulez, mais quand on a des anticorps, ça veut dire que l'organisme a réagi et qu'on a été en contact avec ce virus. D'accord. Et donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel on voulait se placer. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? Voilà. Bon, on a appris qu'en Guyane, la transmission était très forte. Que ce soit sur les ménages où on peut comparer, parce qu'il y a le même type d'études qui est mené dans différents pays, on a des taux de transmission à l'intérieur des ménages qui sont très élevés par rapport à ce qui est observé dans d'autres pays. Donc ça nous montre déjà que la circulation est très intense, très forte, qu'elle a été rapide ici en Guyane, déjà au niveau des ménages. Plus forte qu'ailleurs, plus forte que ce qu'on avait vu par exemple plus forte qu'en Europe, plus forte qu'en Asie, en tout cas quand on compare à ce qui se passe dans les ménages. Donc ça, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. J'ai eu l'occasion déjà de parler de l'impact du niveau socio-économique, des conditions de précarité qui sont évidemment dans notre territoire quand même une problématique assez importante. Et donc forcément, on arrive à observer qu'il y a effectivement un lien très fort entre le niveau socio-économique des ménages et le taux de transmission. Et l'explication majeure, c'est quoi ? C'est la qualité du logement Alors il y a plusieurs explications. L'une des principales, c'est la promiscuité. Donc quand on a moins de place dans le logement, évidemment, c'est plus difficile de mettre une distanciation entre les individus et d'éviter une proximité qui serait en faveur d'une transmission du virus. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a certainement aussi une mise en application, une compréhension des gestes barrières qui doit aussi jouer un rôle. Donc il y a la barrière des langues, il y a l'information effectivement pas toujours bien faite ou pas suffisamment faite dans la langue. Exactement. Il y a eu des difficultés, on l'a vu dans la population, à bien comprendre l'intérêt de mesures barrières. Donc il y en a qui l'appliquent, il y en a qui l'appliquent pas. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue socio-économique, il y a un vrai lien entre la transmission et l'application des mesures barrières à l'intérieur du ménage a aussi un vrai impact. Donc il y a des personnes, même dans la structure du couple, qui ont réussi à éviter de transmettre le virus parce qu'ils appliquaient certaines mesures barrières assez simples qu'on peut appliquer même au sein de... Alors ceux qui respectent effectivement protègent ceux qui y a autour d'eux, chez eux, ceux qui ne respectent pas, malheureusement, le virus donc se propage très rapidement dans la famille. Là, il est clair qu'on a pu l'observer vraiment de façon
clair, il y a des logements où il y a un cas confirmé qui a été dépisté, et il n'y a eu aucune autre contamination secondaire. Mais maintenant, on voit tout de suite, déjà, quand on s'intéresse... Et dans un milieu, comme vous disiez, un milieu précaire ou dans un milieu plus aisé, où par exemple l'explication dans les milieux aisés, c'est plus facile, évidemment, puisque vous pouvez vous changer de pièce. Dans une grande villa, il y a plusieurs chambres. C'est plus facile, c'est plus aéré, exactement. Donc les caractéristiques du logement sont primordiales, évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la capacité de l'individu à appliquer les gestes de barrière. Donc ça, c'est dans les ménages. Ces résultats-là ont été corroborés avec ce qu'on a observé dans les études populationnelles, où on voit que le taux de transmission, également, en Guyane, a été beaucoup plus fort qu'ailleurs. Je m'explique. Nous, on a mené une première étude au moment du pic épidémique, c'était en mi-juillet, donc on se cale à peu près 2 semaines après le moment où on veut vraiment avoir une évaluation, parce qu'il faut 2 à 3 semaines que les individus développent des anticorps une fois qu'ils ont été infectés. Donc on a respecté un peu ces délais-là, sans rentrer dans trop de détails techniques. Mais ce qui nous intéressait, c'est de savoir quel était l'impact de l'épidémie au moment du pic épidémique. C'est-à-dire début juillet, on observait qu'il y avait 15% de la population qui avait déjà été infectée. Ce qui est énorme, parce qu'on voit qu'en fin de vague, dans les pays européens, on était à peu près dans ce timing-là, puisque la fin de vague, c'était aux alentours de mai-juin dans les pays européens, le temps que les premières études sortent, etc. On était à peu près dans le même timing. Ici, au pic épidémique, on avait 15%, alors qu'en fin de vague, dans les pays européens, on avait 5%. Ah oui. En fin de vague. 3 fois plus, donc, chez nous, d'infection. Exactement, alors que la vague n'était pas encore passée. Et avec les mêmes méthodes d'évaluation Avec les mêmes méthodes d'évaluation, c'est-à-dire, alors il y a des outils qui diffèrent un peu, mais globalement, on a un peu les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon le plus représentatif que possible de la population, on regarde qui a des anticorps. Donc, quand on fait ça dans d'autres pays, on voit qu'on était à 5-6% maximum dans certains pays à la fin de la vague, alors qu'ici, au pic épidémique en juillet, on était à 15%. On a réitéré cette étude auprès de 1000 personnes c'est tout récent, là, fin septembre, début octobre. Là, on est quasiment à 25% de personnes qui ont déjà des anticorps. Rencontrer effectivement le virus sur la Guyane. Exactement. Pendant cette période, depuis le début de l'épidémie, évidemment. Si tant est qu'on puisse juger de combien de temps les anticorps restent... chez la personne, c'est un peu. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous donner à ce sujet ? Alors ça, c'est une vraie question, et d'où la complémentarité des deux études, parce que l'enquête des ménages nous permet de suivre les individus pendant très longtemps, alors que l'enquête en population nous permet d'estimer la taille de la population avec différentes zones géographiques, etc. Quand on regarde les ménages, on regarde les personnes qui ont déjà été infectées, on voit que globalement, il faut 2 à 3 semaines avant d'avoir des anticorps. Ensuite, on a un niveau d'anticorps qui reste assez stable, assez élevé pendant un moment. Et puis, il y a certaines personnes, pas tous, mais certaines personnes qui, au bout de 3-4 mois, ont une diminution des anticorps qui sont détectables par les outils qu'on utilise. Et ça, c'est important, mais je vais y revenir. Ils ont une diminution qui est parfois est en dessous du seuil de détection. Donc, ça veut dire qu'ils deviennent négatifs à ce moment-là. Donc, quand on utilise les outils sérologiques qui sont actuellement utilisés, qui sont les outils les plus classiques qui sont sur le marché. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là ne sont plus protégées. Donc, il y a d'autres analyses, d'autres études qui sont actuellement... qui étaient inutilement... mais a priori, il faut 4 mois pour avoir une diminution de la protection naturelle. Donc ça, c'est un résultat. Et ça ne veut pas dire qu'on peut être réinfecté tout de suite après. Pas forcément. Et vu le nombre de réinfections qui sont déjà décrites dans le monde... C'est prudent, les scientifiques. Mais en même temps, on peut pas dire ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Ça, oui, il y en a suffisamment qui disent des bêtises. Ce qui est intéressant, par contre, quand on observe ce qui se passe, ça donne des hypothèses quand même. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de réinfections qui sont déjà décrites est quand même très limité par rapport aux millions de cas qui sont déjà observés dans le monde entier. Donc, et 25%, vous dites alors ça, c'est sur l'impact de la vague. On a 25% des personnes qui ont déjà présenté des anticorps. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de comprendre, premièrement, que la transmission a été très forte, je le répète ici, en Guyane. Deuxièmement, ça nous permet d'avoir un dénominateur pour pouvoir estimer le taux de sévérité et le taux de létalité, c'est-à-dire la proportion de morts, exactement. Donc, 25% de la population, c'est environ, on va dire, 70 000 personnes. C'est à peu près 7 fois plus que le nombre de cas confirmés. Donc on voit tout de suite la part de l'iceberg qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible avec les tests de dépistage. Ceux qui sont asymptomatiques et qui ne savent pas. Exactement. Des gens qui sont pas symptomatiques du tout, des gens qui sont très peu symptomatiques et puis rapidement ça passe. Et nous, comme on fait un suivi clinique dans les ménages, on voit bien que la plupart des formes sont modérées pour la plupart des personnes. Et donc,
grâce à ce dénominateur-là, on arrive à voir justement quelle est la sévérité de l'infection en Guyane par rapport à d'autres pays. Ouais. Et on voit qu'on est 3 à 5 fois moins sévère. D'accord. C'est-à-dire quand on regarde les taux d'hospitalisation, quand on regarde le taux de létalité, c'est-à-dire la proportion des morts par rapport aux personnes infectées, on est vraiment en deçà de ce qui est observé dans les pays européens. Où la population est beaucoup plus âgée. Alors, je parle de la population plus âgée parce que c'est un des critères que vous prenez pour analyser. Exactement. Et on pense que la structure par âge qui existe en Guyane, avec une population qui est très jeune, et forcément joue un rôle très fort dans les deux sens, et dans la forte transmission, et dans le taux de sévérité qui est très faible. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, évidemment, on a moins de chances de faire une forme sévère. Ça, tout le monde l'a compris. Il y a un vrai gradient, un vrai lien entre l'âge et la sévérité de la maladie. D'accord. Mais quand on fait une forme peu sévère, on a aussi plus de chances de transmettre. Voilà. Pourquoi ? Parce que plus rapidement ici qu'ailleurs. Oui, parce que forcément, ça passe de façon plus modérée. Donc on n'est pas alité, forcément, on n'a pas forcément une forte fièvre. Exactement, on a des contacts. Voilà. On continue à vivre avec ce virus et à avoir des contacts. Et c'est ce qui s'est probablement passé ici. Oui, c'est-à-dire que comme la population est plus jeune, les formes sont plus modérées, les gens vivent mieux avec le virus quand ils sont infectés et malheureusement ils transmettent aussi plus facilement. Alors la bonne nouvelle, c'est que forcément comme la population est jeune, il y a peu de formes sévères. On a un pour 1000 décès par infection, ce qui est quand même très faible par rapport à ce qu'on observe ailleurs. Et ça nous permet de comprendre pourquoi il y a eu autant de transmissions et aussi peu de décès, aussi peu de passages en réanimation sur le territoire. Est-ce qu'il y a des hypothèses que vous aviez au début de recherche, lorsque vous avez vu l'arrivée du virus en Guyane et qu'on était au temps fort de cette vague de Covid-19, est-ce qu'il y a des hypothèses aujourd'hui, avec le recul, que vous avez écartées, qui ne sont plus probables, et certaines qui ont été confirmées ? La première hypothèse qu'on avait, enfin que moi personnellement j'avais, mais c'était que, et ça on avait entendu plusieurs personnes le dire, c'était que les pays où il faisait chaud, n'allait pas avoir une très forte transmission. Ça, c'était... d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec des partenaires financiers, etc., qui étaient convaincus que ce serait pas envisageable de mener des études comme ça, parce qu'on aurait quelques cas sporadiques uniquement. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été rapidement écartée quand on a vu les premiers résultats. Déjà, quand on a vu l'impact sur les cas confirmés, on s'est rendu compte que le climat, ici, ne permettait pas d'éviter une forte transmission. Donc, évidemment, la dynamique de transmission n'est peut-être pas la même dans les pays chauds que dans les pays froids. La deuxième vague en métropole permet de comprendre certaines choses aussi par rapport à la période hivernale sur les températures froides où les gens vivent beaucoup plus confinés. Mais même dans les pays chauds, où on vit en milieu ouvert, etc., il n'y a pas de frein véritable pour éviter qu'il y ait une forte transmission. Ça, c'est la première hypothèse qui a été écartée. Donc le climat n'a aucune influence sur la propagation du virus. Je dis pas ça. Il a certainement une influence. On pense qu'il a une influence. Par contre, l'influence n'est pas assez forte pour éviter que dans une population qui est complètement naïve, c'est-à-dire où il n'y a aucune personne qui a été déjà protégée, immunisée contre le virus, quand il y a une introduction avec les contacts qu'il y a, c'est pas suffisant pour éviter la transmission. Il n'y a qu'à voir Camopi, par exemple. Alors, c'est un exemple comme un autre pour nos amis de Camopi. Donc, si j'entends bien ce que vous êtes en train de nous dire à deux niveaux. Bon, d'abord, ce qu'on vient de dire sur le climat, je dois vous dire que ça rejoindrait les conclusions de votre étude sur les ménages, parce qu'à mon avis, ce sont plus les habitudes sociales qui changent entre été et hiver en France, qui font que les gens étant plus concentrés, étant dans des milieux confinés, et on sait qu'aujourd'hui que le virus circule plus dans un milieu confiné qu'en plein air. Donc je pense que c'est... Alors c'est ça, alors ça c'est important, il y a probablement les deux phénomènes qui jouent, parce qu'on sait que le virus résiste mieux dans l'environnement quand il fait froid, ça c'est une chose. Maintenant, il faut qu'il soit vraiment soumis à des très fortes températures pour qu'il soit dégradé. Ça c'est une chose. Donc alors à moins de vivre dans un congélateur. Pour la grippe, pour les virus saisonniers en période hivernale, on pense exactement la même chose. Ça veut dire que l'impact des habitudes en période froide joue beaucoup plus sur la transmission, c'est-à-dire que les gens, quand il fait froid, sont beaucoup plus dans des zones confinées, restent moins à l'extérieur, et on pense que ça a beaucoup plus un impact. Alors, allez-y. Non, je vous en prie. Alors, je reviens quand même sur par rapport à la question de Kylian, sur les hypothèses qui ont permis d'être confortées. Ici, on s'attendait pas à avoir un lien aussi fort avec le niveau socio-économique. Ce qu'on voit même sur l'étude populationnelle,
on voit qu'on a complètement un niveau d'exposition différent en fonction de son niveau socio-économique. Et là, il y a un indicateur quand on veut étudier la précarité qui est assez intéressant, c'est le type de couverture sociale qu'on a. Ouais. Quand on a une couverture sociale de type régime général, des indépendants, etc., en général, ce sont les classes les plus aisées. Ensuite, on descend un peu dans les niveaux socio-économiques avec les personnes qui bénéficient de la couverture universelle, la CMU, ça s'appelle maintenant PUMA, mais bon, ok. Après, on descend avec l'aide médicale de l'État, et puis après, dans la dernière couche, il y a ceux qui n'ont pas du tout de couverture sociale. Donc on a étudié ces caractéristiques-là dans l'enquête de population et on voit qu'on a 3 fois plus de chances d'être infecté quand on n'a pas de couverture sociale que quand on a un régime des indépendants. Il y a un vrai gradient, c'est-à-dire qu'on a à peu près 15% chez les personnes, 15% de séroprévalence, donc de personnes infectées chez les personnes qui bénéficient d'un régime classique général d'un indépendant. On passe à 20%, entre 20 et 25% chez la CMU, on passe à 32% chez l'AME et 45% chez les gens qui n'ont pas de couverture. 45%. Ah oui, d'accord, oui. Donc presque, on voit vraiment... Presque un cas sur 2, quoi. Exactement. Et on voit vraiment la puissance du lien socio-économique, des conditions de précarité sur le facteur d'exposition ici. Ah mais ça, c'est un peu dans l'histoire des virus et des épidémies. Ce sont les couches les plus défavorisées qui sont généralement les plus touchées. Exactement. Et malheureusement, et ça donne des enseignements par rapport aux stratégies de lutte et de réponse contre ces épidémies. Malheureusement, ce sont les couches aussi les plus précaires qui ont le moins accès aux soins. Oui, donc ça cumule 2 handicaps importants, en tout cas 2 facteurs de contamination. Exactement. C'est pour ça que les stratégies, par exemple, qui permettent qui s'orientent vers un confinement ciblé dans certaines zones, et un confinement exactement, ciblé par zone spécifique en fonction en fonction des problématiques de certains quartiers, etc., du type d'habitat, etc. Je pense que ce sont des stratégies pas forcément les bonnes. Si, je pense que ce sont des stratégies qui fonctionnent parce que il y a une adaptation. Mais quitte à sacrifier le quartier alors, parce que vous êtes en train de... C'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment d'adapter les mesures en fonction du type de population. Ça veut dire qu'il y a certaines populations où il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui marchent très bien, et même dans les structures familiales, dans la structure du couple, etc., ça va marcher. Et il y a d'autres spécificités dans certains quartiers, dans certaines zones, dans certaines populations, où il faut mettre en place des choses un peu plus adaptées, plus spécifiques, parce que adaptées aux spécificités des populations, du type d'habitat. Donc c'est pour ça que... Donc en fait, les politiques qui ont été menées, je veux dire, la réelle première vague, quand elle nous a frappé à partir du mois de juin, sont pour vous, recueillent pour vous votre assentiment, c'est-à-dire ces confinements territoriaux, ces blocs de quartiers. On se souvient des quartiers sud de Cayenne, mais on se souvient aussi du village Cécilia ou autre. Oui, c'était Arc-en-Ciel. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles vous militez. Mais moi, je pense que plus on arrive à cibler en fonction des spécificités des zones géographiques, des populations, etc., la réponse qui est apportée, je pense que plus c'est efficace, quoi. Je voudrais à nouveau, si vous permettez, en rebondissant sur la question de Kylian, éliminer, j'en sais rien, poser la question de l'origine ethnique. Est-ce que l'origine ethnique, soyons clairs, la couleur de peau, à un moment donné, souvenez-vous, on disait que ce virus, n'est-ce pas, Kylian, on s'en souvient? C'était plus communautaire, en fait. Voilà. Je parlais des Noirs et des Blancs. C'était un virus pour les Blancs, pas pour les Noirs. Le débat était communautaire, il a été pris sous tous les angles, d'ailleurs. Une fois qu'il est arrivé ici, le virus, il a été pris sous tous les angles. Ça n'a strictement rien à voir. Le virus, ça fait partie des hypothèses aussi. C'était un des cas. Ça fait partie des hypothèses aussi qu'on a écartées, quoi. C'est-à-dire qu'au début, à un moment donné, on disait, les populations noires sont moins exposées, ont moins de chances d'être infectées ou ont moins de chances de faire des formes sévères. Ça, c'était très lié aussi aux conditions climatiques des zones dans lesquelles il y a les populations noires, c'est-à-dire en Amérique, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments qui permettent de penser que la couleur de peau, l'origine ethnique a un rôle. Même si au niveau de l'Afrique, on note quand même effectivement une certaine préservation, je dirais. Exactement. Alors il y a des cas graves, Afrique du Sud et autres. C'est en cours d'études. Il y a plusieurs études qui sont menées sur le domaine. Ici aussi, on s'est intéressé à l'origine ethnique. On n'a pas encore des résultats très probants. Je suis pas sûr qu'on en ait non plus.
avec ce qu'on a. On a voire même qu'il soit très utile, parce qu'en face de la généralisation de la pandémie, bon. C'est sûr, mais ce qui est clair, c'est que par contre, dans une zone où la vague arrive, tout le monde a un risque d'être affecté, quoi. On a eu cette peur pendant au tout début de cette vague, quand elle commençait à être très forte en Guyane, concernant l'habitat informel. Alors, on pensait qu'il y aurait eu beaucoup plus de cas. Alors Jean-Paul parlait également de ces confinements par quartier qui ont certainement dû éviter beaucoup de choses. Mais est-ce que quand on prend du recul, on voit certaines zones d'habitat informel avec les mesures à minima qui ont pu être prises à ce moment-là, est-ce qu'on pouvait s'attendre à avoir plus de cas positifs de Covid? Alors c'est le cas. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est que lors de cette deuxième évaluation, on a travaillé avec les laboratoires, avec les centres de santé, mais aussi avec les équipes de la Croix-Rouge. Et je remercie encore une fois vraiment tous les partenaires de ces études-là, parce que sans eux, ça n'aurait vraiment pas été possible d'avoir des résultats si rapides. Et on a eu vraiment des délais assez courts pour pouvoir avoir ce type d'informations. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en travaillant avec les équipes de la Croix-Rouge, qui avaient des équipes mobiles qui allaient dans des zones d'habitat spontané dont vous parlez, où les personnes, par exemple, étaient parfois regroupées dans des logements. Oui, il y a une promiscuité qui est omniprésente. Exactement. On voit clairement le lien entre le type d'habitat, le type de quartier et le risque de transmission. On a dans ces zones-là des taux de transmission qui sont vraiment très élevés par rapport à des zones plus classiques. C'est une des conclusions de votre étude. On va parler un peu d'avenir ensemble, si vous voulez bien. C'est vraiment, mais une des conclusions, plus le logement, les conditions de logement sont précaires, plus elles sont dégradées, moins on a accès donc aux services minimums, y compris à la couverture sociale, plus de chances il y a de voir le virus contaminer tout le monde. Exactement. Voilà. Bien, alors à partir de ces quelques conclusions, mais il y en a plein d'autres à tirer de vos études, j'invite vraiment nos auditeurs à aller les feuilleter. Donc à partir de ces éléments, moi je voudrais un peu parler avec vous d'avenir. Alors évidemment, nous sommes dans un répit actuellement, c'est clair. Bon, un répit de lequel il faut rester très prudent. Il y a des mesures qui sont déjà prises, qui sont maintenues, et que je pense vous allez nous inviter à poursuivre. Mais je veux dire, demain, en imaginant demain que nous ayons, il ne s'agit pas de faire du fatalisme, mais il faut anticiper. En imaginant demain que nous revivions ce qu'on a vécu au mois de juin-juillet, peut-être pas de la même manière, d'ailleurs c'est une question que je vous pose, et en imaginant que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire à nouveau pour tenter, encore une fois, de maîtriser le virus sans en arriver à ces 70 morts que nous avons eus, grosso modo, au cours de cette première vague? Bon, moi je pense que répondre à la question en amont, c'est très difficile. Moi, s'il y a une chose qu'il faut pas faire, c'est avoir des idées vraiment arrêtées sur ce qu'il faudra faire dans un futur proche ou à moyen terme. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce qui a été fait, c'est qu'il y a des mesures qui ont été graduées au fur et à mesure de la situation. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est observer la situation et prendre des mesures adaptées rapidement en fonction de l'évolution de la situation. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des idées toutes faites, dire bon ben il faudra reconfiner, il faudra pas reconfiner. Il faut voir comment ça se passe et en fonction de comment ça se passe, graduer les actions, voir qu'est-ce qui marche pas, réagir rapidement. Moi je pense que c'est vraiment un travail de fond qu'il faut mener, mais qui permet au fur et à mesure d'adapter les mesures. Là, ce qu'on a remarqué au cours de la première vague, c'est que la gradation des actions qui étaient menées, donc il y a eu d'abord un couvre-feu, le couvre-feu a été restreint, etc. Il y a eu ensuite des confinements, il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu la fermeture des restaurants, en tout cas après l'ouverture des terrasses, etc. Donc au fur et à mesure, il y a eu des actions qui ont été graduées. Moi, je pense que c'est une bonne option pour ne pas d'emblée déjà savoir qu'est-ce qui va être fait par rapport à un futur qu'on a du mal à maîtriser. Et la plupart des gens qui ont des certitudes, on peut regarder ça a beaucoup diffusé sur les médias, etc. Toutes les personnes qui avaient des certitudes bien arrêtées au début se sont plantées, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut au contraire observer ce qui se passe. Donc mettre en place tout ce qu'on peut pour observer vraiment, avoir une idée claire de la situation et voir un peu ce qui est mis, ce qui marche pas, voir un peu ce qui a été fait chez les voisins, même si les situations sont différentes, mais au fur et à mesure adapter en fonction de la réponse. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a observé, c'est que le couvre-feu, c'était une alternative au confinement qui avait quand même un bénéfice réel. Ça veut dire que
ici, bon, tout le monde, on va pas refaire l'histoire, mais on a été confiné en même temps que la métropole, à un moment où la circulation était pas très forte. Ok, on est sorti du confinement et c'est à partir de ça, avec plusieurs paramètres, l'influence des cas du Brésil, etc., qu'on a eu la vague qu'on a vécue. Ce qui est intéressant, c'est de voir. Donc, on pouvait pas reconfiner pour des raisons économiques, sociales, etc. Ok. On a mis en place des mesures, quand je dis on, c'est pas moi. Hein, oui, non, au niveau des autorités publiques. Les autorités de santé, etc. Ils ont décidé de mettre en place des mesures de couvre-feu, etc. pour limiter, parce que ce qui est important, c'est de limiter les déplacements et les contacts. Donc si on arrive à limiter, d'ailleurs, un autoconfinement un peu responsable, ce serait aussi, à mon avis, très efficace. C'est-à-dire qu'il faut, dans la mesure du possible, que chaque individu limite ses déplacements, ses contacts. Et si on est sur un mode comme ça, à mon avis, on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, ça c'est clair. Mais par contre, si on arrive à limiter ça, on n'aura pas besoin de mesures, très drastiques. Justement, je voulais vous poser une question qu'on posera à d'autres interlocuteurs qu'on n'aura pas tous les jours, mais on en aura sur ce sujet. La question, il y a donc manifestement deux orientations qui sont à prendre. Vous avez cité historiquement ce qui s'est passé pour la première vague. On va passer sur le fait qu'on n'avait pas de virus quand on nous a confinés. Mais il y a on avait du virus, mais on n'avait pas beaucoup de transmission. Alors, on ferme tout, et après on ouvre au fur et à mesure de la maîtrise qu'on a de la circulation du virus, ou alors on tente de fermer, je dirais presque au minimum pour maintenir la vie sociale et la vie économique, et on ferme au fur et à mesure du fait qu'on voit qu'on n'arrive pas à maîtriser le virus. Ce sont ces deux stratégies qui s'opposent d'ailleurs même en Europe, parce qu'en Europe, en France, on fait la deuxième, mais il y a des pays qui ont choisi la première, comme par exemple la Grande-Bretagne à partir de jeudi. Alors, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais je vous dis, on posera la question à d'autres interlocuteurs. Vous, à votre avis, quelle serait la meilleure des solutions ? Je ne sais pas s'il y a une meilleure solution. À mon avis, c'est ça que je disais. Je pense que c'est très difficile de savoir comment les choses vont évoluer parce que les territoires sont différents, les populations sont différentes et les conditions dans lesquelles le virus circule sont différentes. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller à tâtons. Il faut regarder quelle est l'évolution du virus. Là, il faut, par exemple, la situation actuelle appelle à la vigilance. Quand on sait quelle est la situation en France métropolitaine, aux Antilles, certes, on a des forts niveaux on a eu de forts niveaux de transmission pendant la vague, donc on a une bonne partie de la population qui est protégée. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'imaginez pas que, effectivement, nous sommes tous protégés. On n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Quand on parle d'immunité collective, rappelez-vous, on parlait des fameux 2 tiers. Parce on est à 50. On a un taux de transmission qui est à peu près à 3. Ça veut dire que si on réduit de 2 tiers, on va arriver à un taux de reproduction qui est inférieur à 1. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Vous avez suivi, en arithmétique. Oui, c'est parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui parlent du taux de reproduction. Par contre, mais c'est assez simple à comprendre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le faire descendre en dessous de 1. Donc, s'il est à 3 de base, en l'absence de mesures barrières, il faut réussir à mettre des mesures barrières qui le font descendre, quoi. Voilà. Maintenant, s'il y a une immunité collective qui permet d'avoir déjà 2 tiers qui sont pas possibles, qui ne peuvent pas être infectés, ça descend à 1 naturellement. Voilà. Donc là, on est à peu près à un quart. On n'y est pas, on est à un quart %, mais par contre, on n'a pas des taux de reproduction qui sont de base aussi importants que ceux qui étaient en métropole. Ici, on a vu qu'en sortie de confinement, on était à peu près à 1,7. Les mesures qui ont été mises en place ont permis de descendre à 1,1, ce qui a été vraiment bénéfique parce qu'on n'a pas eu une surcharge des services de réanimation, etc., qui ne pouvaient pas être gérés. Donc l'objectif, ce sera ça. Ce sera de regarder à un moment donné quel est le taux de production qu'on a. Et en fonction de ça, quelle action il faut mettre en place. Donc il y a des situations, je pense, où ce sera la première option pour répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il faudra tout bloquer parce que là, si la crainte d'avoir une saturation des services est trop importante avec la transmission qui existe, il faudra prendre les mesures les plus drastiques. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé un petit peu à Camopi pendant cette période. Exactement. Disons que plus la situation risque d'être tendue sur les secteurs de l'offre de soins primaires, c'est-à-dire sur les passages en réanimation, etc., pour pouvoir soigner les gens, plus il va falloir, à mon avis, mettre en place des mesures drastiques. Si on peut faire autrement, moi j'espère que les autorités sanitaires prennent en compte les différents aspects, parce que c'est pas facile non plus pour une population d'être soumise à des conditions aussi drastiques. Donc en fait, c'est un jeu d'équilibre qu'il faut voir entre l'ampleur de la situation, le risque qui est en jeu et les mesures qu'on peut faire subir à la population, quoi.
Très bien, je crois qu'avec vous, encore une fois... Les choses sont très claires avec notre invité. On apprend beaucoup de choses. Claude Flamand, et c'est très pragmatique. On a le point de vue du chercheur, de l'épidémiologiste, et qui répond à beaucoup des questions de nos auditeurs. Alors, sur un plan tout à fait pratique, vous revenez sur le fait que le masque est quand même l'outil essentiel pour se préserver de la contamination, et qu'il faut continuer à faire ce qu'on nous disait depuis le départ. Les distanciations, le lavage des mains régulier. Toutes les mesures barrières sont extrêmement importantes. Aucune d'entre elles n'a été remise en question depuis ? Je sais pas quoi vous pensez, mais en tout cas, s'il s'agit du lavage des mains, de la distanciation physique entre les individus, du port du masque quand on est dans un milieu confiné, non, il n'y a aucune qui a été remise. Aucune d'entre elles. Il y a des choses, est-ce qu'elles sont bien appliquées autant aujourd'hui qu'il y a 2 mois ou un mois ? Ça, c'est la grande question. Mais disons que moi, je trouve qu'au lieu de se focaliser sur il faut faire ça, les mesures barrières à mettre en place, il faut essayer de comprendre comment se propage le virus et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter. Pour éviter, il faut éviter d'être en contact. Moi, je ne suis pas sûr à un moment donné d'être infecté ou pas, d'être contaminé ou pas. Donc, je fais comme si j'étais contaminé. Et j'essaie de limiter au maximum les contacts que j'ai à proximité dans des espaces clos, confinés, etc. Donc pour limiter, soit j'évite d'être dans des espaces clos. Sauf évidemment le cercle familial proche, parce que mais là c'est presque, je dirais, un sacrifice d'amour qu'on Exactement, mais quand on est dans un cercle familial, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont inévitables, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre un peu les ménages. Parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de rétro-pédalage alors dans la vision des choses, puisque aujourd'hui les enfants se retrouvent à porter des 8 ans, des masques des 6 ans. Ça veut dire que cette immunité que les enfants avaient, on disait que c'était pas grave, on pouvait leur permettre de ne pas porter le casque. Aujourd'hui, c'est un principe de précaution. Alors moi je pense que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Plus la situation est risquée, à mon avis, plus les autorités vont mettre en place des mesures qui seront restrictives et drastiques. Là en métropole, la crainte, c'est que les services de réanimation sont déjà saturés. Sont déjà débordés. Donc là, il va falloir choisir entre deux personnes. Moi, je trouve que ce qui se joue là, c'est vraiment très grave, parce qu'en fait, au début, on a une première vague, on connaissait pas ce virus, ça c'est une chose. On n'avait pas tout ce qu'il fallait, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, etc. Donc il y a on n'était pas dans les mêmes conditions. Là, on est dans ces conditions-là, on a une deuxième vague qui montre déjà des signes de saturation. Et ça veut dire que ça va être très difficile dans les prochaines semaines, parce que entre les infections qu'on a et le passage en réanimation, il faut à peu près 2 à 3 semaines, et avec les décès, il faut à peu près une trentaine de jours. Ouais. Donc ça veut dire que là, il faut s'attendre à ce que dans les deux prochaines semaines, les nouvelles soient pas très bonnes sur ce qui se passe en Europe. Et c'est le même message pour la Martinique, parce qu'il y en a beaucoup qui râlent en disant pourquoi est-ce qu'on nous a confinés d'eau. Regardez, en Guyane, ils sont pas confinés. Les situations sont pas du tout les mêmes. Les situations sont complètement différentes, c'est sûr. Et les autorités sanitaires, je pense, en fonction des risques qui sont en jeu, sont amenés à prendre des mesures plus ou moins drastiques, quoi. Donc évidemment, il y a des bons choix, il y a des mauvais choix, parce que évidemment, on est tous humains et il y a une grosse incertitude qui plane, mais malheureusement, on pense aux petits commerçants, effectivement. Bien sûr. Mais effectivement, ce sont des choix qui sont difficiles à faire. Merci beaucoup Claude Flamand d'être venu ce matin sur Radio Pays. Vous allez revenir puisque on parlera des écoles, l'université, des lycées en Guyane. Je crois que c'est un point effectivement qu'il faut qu'on aborde à un moment donné. Alors, demain, on va faire... écoutez, c'est pas pour rien, vous savez, on a une logique dans le supplément. Demain, on reçoit Claire Durieux. Claire Durieux, c'est la préfète qui est en charge de l'économie sociale et des solidarités en Guyane. C'est elle qui était notamment l'interlocuteur principal de ces populations dites défavorisées dont on a beaucoup parlé. On va voir si elle nous a écoutés et ce qu'elle nous dit, ce qu'elle va mettre en place, si on va mettre en place ou maintenir des dispositifs pour aider ces populations en vue de cette probable deuxième vague qui aura lieu, je pense, vers la fin de cette année. Bonjour Dom, comment ça va ? Bonjour Kylian, bonjour docteur, bonjour Jean-Paul. Jean-Paul, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, Kylian. Jean-Paul fait des sacrifices d'amour. Oh. J'ai pas dit que c'est moi qui l'ai fait d'ailleurs. Comme nous J'ai tous. pas dit que c'est forcément moi qui l'ai fait. À un certain moment. Voilà. Pour protéger la famille, bien sûr. Pour protéger la famille. Reste encore avec nous, Claude Flamand, quelques secondes. Le programme de Allo Pays. Écoute Kylian, on va continuer avec ce fameux virus parce que nous avons notre ami Daniel qui s'inquiète en disant est-ce que nous serons frappés par cette fameuse deuxième vague après les vacances, puisqu'effectivement après les vacances
nous sommes censés à nouveau nous rencontrer. Oui, c'est la plus semaine souvent. prochaine, ça. Voilà, l'école, le Avec travail l'école. qui reprend normalement. Donc, il se pose la question. Il sera d'ailleurs avec nos téléphones pour nous expliquer ce qu'il proposerait en tant qu'auditeur. Et j'invite d'ores et déjà les auditeurs à réfléchir sur la question. En deuxième partie, Kylian, nous parlerons tourisme avec le CTG, avec cette fameuse opération de bons cadeaux d'une valeur de 35 € à faire valoir auprès de tous nos opérateurs touristiques qui participent à ce bon moment. On redécouvre la Guyane, voilà. Et puis on aura des choses à faire gagner, messieurs. Le mois de la viande, Kylian. Ah bah oui. Ah oui, ça y est, c'est reparti. oui, c'est avec parti. nos amis les bouchers de Guyane. Avec les bouchers de Voilà. Guyane, les restaurateurs, tous ceux qui participent d'est en ouest et du sud au nord. Il y aura des bons à faire gagner et Excellent. des bons CTG aussi à faire gagner. Voilà. Oui, voilà, c'est le programme C'est d'Allo parfait. Pays jusqu'à 11h30. Un petit coucou d'un Jean-Paul. auditeur fidèle qui me demande de poser la question donc au docteur Flamand. Docteur, est-ce que vous pouvez faire en sorte que ce virus ne touche pas notre carnaval? Joker. Non, mais j'ai envie de dire que c'est à toute la population de faire en sorte. On le fait en télétravail. Là, disons que ça va pas être les autorités, ça va Non, pas c'est être les clair. chercheurs qui vont le faire. Non, toute c'est la population. c'est sûr. Dans le respect des consignes C'est et clair, c'est savoir clair. anticiper. Exactement. Se priver aujourd'hui pour mieux profiter demain. Sacrifice d'amour, comme dit si bien Jean-Paul Sacrifice Lepelletier. d'amour. Merci J'ai beaucoup. aimé. Ah bah c'est beau, C'est c'est Jean-Paul Lepelletier. ah bah toute la poésie de Jean-Paul Lepelletier ce matin. Merci beaucoup. Et pas que ce matin. Et on salue le danseur encore une fois. Hein. Oui, franchement oui, c'est collector. Pour ceux qui ne me connaissaient pas sous cet angle-là, c'était collector. ouais. Merci beaucoup, Bravo. Claude Flamandom. On se retrouve juste après l'info locale. Jean-Paul demain matin de retour avec la revue de presse, l'édito et le supplément. Voilà. Nous parlerons de Claire tout ce qui Durieux. vous intéresse et vous pourrez en parler avec nous au 05 94 25 76 25. Le supplément pays vous a